Bienvenue sur Fil Horizon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une étude de cas d'un couple marié afin d'observer ensemble la dynamique anxieux-évitant. Pour rendre anonymes les protagonistes, je vais leur donner des pseudonymes. Certains éléments contextuels de leur vie ont été aussi modifiés. Paul et Catherine se connaissent depuis leurs études supérieures. Ils sont sortis une première fois ensemble, mais comme Paul devait partir faire son service à l'étranger, la relation n'a pas tenu. Ils sont néanmoins restés en contact et après quelques rendez-vous manqués les années passant, ils se revoient lors d'un mariage d'amis en commun. C'est à ce moment-là que Catherine a une révélation en voyant Paul passer devant elle. Elle se dit, mais au fond, c'est lui la personne qui lui est destinée. Suite à cela, très rapidement, ils se marient et vont fonder une famille. Nous verrons plus tard que Paul a un atypisme qui fait qu'il n'a pas facile à relationner, mais aussi que cet atypisme lui permet de voir la profondeur et la nature des gens. Ces deux aspects lui permettent de se remettre en relation avec Catherine sans trop d'hésitation. Lors des entretiens, il m'expliquera qu'il a réussi à s'attacher à Catherine parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas d'agenda. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le prenait comme il était, sans le pousser à être quelqu'un d'autre. Dans le vocabulaire de Paul, avoir un agenda signifie planifier de changer son partenaire. Pour Paul, il est évident que Catherine n'a pas forcément besoin de travailler, elle peut se consacrer à l'éducation de leurs enfants. Catherine ne l'entend pas forcément de cette oreille, elle a aussi envie de s'épanouir dans sa vie professionnelle et donc ils travaillent tous les deux. Dans ce partenariat, chacun dit ses préférences, mais tout le monde respecte le choix de l'autre. Une chose est à noter du côté de Paul, c'est qu'il travaille comme un forcené durant toute la semaine, faisant même des voyages à l'étranger et le week-end, il est totalement au repos, quasi absent, il est en repli pour pouvoir se ressourcer. Il ne participe donc pas à la vie familiale et les vacances ensemble avec leurs enfants sont plutôt des moments difficiles pour toute la famille parce que Paul a besoin de s'isoler, il a besoin de sa bulle, de son endroit de repli pour récupérer. La famille est vécue comme un environnement difficile pour Paul qui se sent inadéquat et incompétent à pouvoir relationner normalement, c'est ce qu'il dit, c'est son terme, ses comportements mettant la famille en difficulté, en fragilité. La communication entre Paul et ses enfants est souvent conflictuelle. On lui reproche ses comportements bizarres. Il insiste sur des tâches bien pragmatiques que pour que les choses soient faites en temps et en heure, et par rapport à une communication plus affective, il décroche. De son côté, Catherine est quelqu'un de très lumineux, très joyeux, très expansive, très expressive, très créative aussi, et qui met toute son énergie dans le lien, pour créer du lien dans la famille et dans leur vie sociale. Les années passant, leurs enfants ont grandi et ont quitté le nid familial. J'ai été approchée par Catherine il y a 1 an avec le souhait de pouvoir être accompagnée. Mais cela ne s'est pas fait dans la foulée et lorsqu'ils me recontactent 1 an plus tard, je leur demande quel était l'élément déclencheur. Le couple me fait part d'une énième dispute au cours de laquelle Paul n'a pas pu exprimer ses émotions. Dans l'intervalle au cours duquel je n'avais pas reçu de leurs nouvelles, apparemment Paul a obtenu un diagnostic d'autisme. Je dis apparemment parce qu'en fait Catherine a lu un livre, elle a reconnu Paul qui s'est aussi reconnu. Ensuite, ils en ont parlé à la psychologue qu'ils consultaient à ce moment-là, qui l'a confirmé. Ils n'ont pas poursuivi l'accompagnement avec cette psychologue-là, car selon eux, elle n'apportait pas d'éléments qui pouvaient les aider à aménager davantage leur vie de couple et leur vie familiale. Et cet élément, le diagnostic donc, a donné une sorte de renouveau à la famille qui a dû se réadapter quelque part à cette nouvelle, pensant dans un premier temps que ce serait déjà plus facile avec cette nouvelle donnée supplémentaire. Ce que j'apprends aussi, c'est que Catherine voit
récemment son mari plombé et cela l'inquiète. Paul m'explique qu'il voit sa retraite approcher de plus en plus et qu'il doit pouvoir aussi organiser cette nouvelle phase de sa vie. N'appréciant ni l'imprévisibilité ni l'inconnu, Paul me confirme que, à ce sujet, il est sous tension. Par ailleurs, dans le partage du couple, un autre point émerge, c'est que Paul n'a pas réussi à nouer d'amitié ni de relation depuis sa jeunesse, c'est-à-dire qu'il fréquente essentiellement les connaissances et les amis de Catherine. On pourrait croire que cette tension liée à la planification de sa retraite serait le fait que son travail représenterait un endroit de repli et qu'il ne l'aurait plus, il serait alors confronté en permanence à sa vie familiale et à la vie sociale. Mais en dézoomant, nous allons pouvoir observer cette même situation de manière plus systémique et comprendre qu'au fond, c'est l'inverse. Il est triste de ce constat et ne se voit pas passer sa retraite sans relationner avec autrui. Parmi les amis de Catherine, Paul n'arrive véritablement à entretenir une relation qu'avec une seule, car il dit qu'elle est plus ouverte et aussi très humble. Paul me précise qu'il a réussi à s'attacher à sa femme Catherine parce qu'elle n'avait aucun a priori sur quoi que ce soit, donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. Paul rajoute que Catherine n'avait pas d'agenda, donc ce sont ses termes à lui, et qui sont intéressants à entendre. Il dit par là qu'elle n'avait pas d'attente et que donc lui pouvait vraiment être comme il était, sans devoir répondre à un idéal. Les autres paraissant rejeter Paul pour ses comportements, eh bien le couple a fini par ne plus avoir de vie sociale. C'est-à-dire que Catherine fréquente ses amis de son côté, mais sans Paul. Et les deux en sont tristes. Le mari a notamment du mal lorsque le groupe social dépasse 4 personnes, mais encore il a du mal avec les amis de son épouse car il trouve que son épouse et tout ce petit monde rentrent trop vite en intimité par rapport à ses capacités à lui, sa temporalité à lui. La première séance a été consacrée à l'analyse de la demande du couple et aussi à définir les axes d'intervention. Catherine aimerait que Paul accepte la différence, en tout cas qu'il prenne en compte la différence de cognition entre lui et elle et le reste de la famille. Et Paul, à l'inverse, aimerait aussi qu'on prenne en compte sa différence à lui. Catherine mentionne qu'elle doit souvent contrôler sa parole autant en termes de débit que de contenu parce que cela crée une surcharge d'informations pour Paul. Et Paul me dit de manière assez touchante qu'il aimerait apprendre à se comporter plus normalement afin de pouvoir créer du lien, avoir des amis et espérer être heureux. Lorsque je lui demande comment est-ce qu'il fait dans son travail, il me répond que comme il savait qu'il était nul relationnellement, eh bien il a surcompensé jusqu'à présent. Je répète vraiment les termes qu'il utilise. Cela signifie pour lui qu'il a joué un rôle, le rôle de la personne charismatique et qui avait réponse à tout. Avec son profil intellectuel très compétent, il pouvait vraiment donner le change. Il m'explique comment il y est parvenu au fil des années à maîtriser son business en sachant quoi dire dans quel contexte ou à tel moment. En revanche, dans leur couple, ce qui est intéressant, c'est que Catherine met des mots sur ce que ressent Paul, met des mots à la place de Paul. Elle parle beaucoup en son nom. Vu de l'extérieur, ça paraît un peu infantilisant et même invasif, mais en réalité, je pense bien que c'est cela leur ressource capitale, c'est cela qui fait que leur relation dure depuis plus de 30 ans. Paul m'apporte un élément supplémentaire, il me dit que si l'objectif était facile à comprendre sur le plan professionnel, il ne sait pas quel est l'objectif d'une famille. On entend ici que ce n'est pas une question de mauvaise foi, ce n'est pas qu'il n'en a rien à cirer des autres, vraiment c'est une question de compétence. Un génogramme croisé, c'est-à-dire une représentation graphique de leurs familles respectives, permet d'apercevoir qu'en fait, ils ont des représentations totalement différentes de ce qu'est une relation. Du côté de Paul, la famille est stable, mais avec beaucoup de distance, donc pas des liens très
marquée et du côté de Catherine, la relation est caractérisée par l'intensité, la rupture, l'abandon. Un moment clé survient lors de cet accompagnement, alors que Paul peut enfin avouer qu'il ne comprend pas comment se forge l'enchaînement de la communication afin de créer du lien, afin d'aller dans le relationnel. Il réalise alors qu'il a placé une protection entre lui et les autres pour ne pas subir leur rejet, mais que cette même protection est en train de mettre en danger sa vie de couple, sa vie familiale et sa vie sociale, du fait qu'il ait du mal à être dans le partage affectif. Alors, pour raccrocher avec les podcasts précédents, je vous replace ici un tableau que nous avions déjà exploré ensemble. Catherine serait la personne A et Paul la personne B. Catherine serait la personne qui soutient mentalement, psychiquement le système. Donc vous avez vu que j'ai mis en noir, on va dire, son cerveau pour schématiser. Et Paul est celui qui porte cela, mais physiquement dans son corps. Aussi, on verrait sur ce tableau que Paul protège par une carapace sa vraie personnalité, son vrai soi, ici schématisé à l'arrière en jaune. Catherine, depuis qu'elle connaît Paul, donc depuis plus de 30 ans, elle remplit donc le rôle de la personne qui met des mots sur le ressenti de son mari. Pendant ce temps-là, Paul porte dans son corps le matériel traumatique commun du couple. Cela signifie qu'il prend sur lui, il prend son mal en patience, le temps que Catherine puisse élaborer. Durant mon accompagnement, j'ai proposé à Catherine d'assumer différemment son rôle. Au lieu de toujours répondre du tac au tac et de toujours mettre les mots à la place de Paul, je lui ai proposé de temporiser un peu, de mettre juste un peu d'espace pour écouter ce qu'il avait à lui dire avant de s'exprimer. Le fait qu'elle le faisait de manière compulsive, c'était plutôt lié à son ombre à elle qu'elle ne regardait pas. Et cette ombre l'amenait quelque part dans un terrain de contrôle. Elle le faisait aussi pour pouvoir contrôler la situation. Si son mari est sur le spectre autistique et qu'il a du mal à s'exprimer, bien sûr qu'ils gagneront tous les deux si elle parvient à mettre les mots justes pour lui. Encore faut-il parvenir à le faire dans un certain équilibre avec la justesse du cœur, pas avec la volonté de le faire compulsivement pour le contrôler, pour savoir à sa place ce qu'il doit dire ou faire. Tenter de mettre des mots justes sur le ressenti de quelqu'un est totalement différent de parler à sa place et de prendre de l'ascendant sur cette personne. Par exemple, il y a une différence dans l'intention entre questionner la personne en disant bah tiens, lorsque tu me dis que tu ressens ça, est-ce que cela voudrait dire ça pour toi? Dans le cas présent, lorsque je questionne Paul, systématiquement, c'est Catherine qui répond à sa place comme s'il n'existait pas. Mais si je vérifie avec Paul si Catherine a bien senti ce qu'il se passe chez lui, il va me le confirmer. Il me confirme qu'en effet, Catherine a su mettre les mots justes pour lui, mais cela n'arrive qu'au bout de quelques minutes où ils se sont empoignés verbalement comme une tentative de la part de Paul d'exister quand même dans cet échange. Au réflexe de convergence et de fusion de Catherine, Paul répond par un réflexe d'individuation. C'est véritablement par rapport à ce genre de situation que les codes d'affirmation juste et d'amour juste sont si précieux. En observant ce couple échanger, j'ai pu constater que l'écoute n'était pas très importante entre eux. Ce qui était important apparemment était de pouvoir défendre une position. Et plus ils faisaient cela, et plus ils s'éloignaient l'un de l'autre, c'est-à-dire plus leur ombre prenait le dessus et grandissait. Comprenez avec ce tableau que lorsqu'on rentre en relation de manière défensive, l'autre en face, un peu instinctivement avec sa partie animale, je dirais, va se mettre en défense aussi sans même savoir pourquoi. Et nos ombres, ce sont les parties nourries donc par le matériel traumatique, donc nourries par les peurs, qui vont nous souffler une manière d'être pour prendre le contrôle de la situation, c'est-à-dire pour parer à ce qu'on n'a pas pu
faire lorsqu'on était enfant face à la même situation. En accord avec mes clients, l'écoute active était donc ma première prescription pour ce couple parce que j'avais même l'impression que lorsqu'ils se parlaient, non seulement ils ne se parlaient pas véritablement, mais ils rentraient carrément dans une sorte de transe qui faisait que peu importe le contenu du message, il s'agissait plus d'avoir raison ou de défendre sa position plus que même de comprendre ce qui se passait. Ce que j'apprécie dans l'approche systémique, c'est que on va aller observer comment les gens font pour ne pas y arriver. Et aux endroits utiles, on va pouvoir ponctuellement agir et de manière assez spécifique en prescrivant des choses très simples à appliquer. On n'est pas du tout dans un tribunal en train de juger qui a raison, qui a tort, ni même de vouloir savoir pourquoi cela se passe. On cherche plutôt à voir comment cela se passe. Je vous précise là pour aussi lever un malentendu sur cette chaîne où je reçois des commentaires de personnes qui ne comprennent pas pourquoi ce serait à elles de faire le travail. Il ne s'agit pas de faire porter à l'un toute la responsabilité du bon fonctionnement de la relation. Il s'agit simplement d'observer comment les gens font pour ne pas y arriver et de proposer des alternatives, d'introduire des éléments nouveaux. Si une personne vient me consulter toute seule, eh bien, je la rends actrice du bon fonctionnement de sa vie relationnelle. Si dans la croyance de cette personne, c'est l'autre qui doit agir, travailler sur la problématique du couple, comment cette personne va-t-elle y parvenir alors que l'autre n'est même pas demandeur, ni client, ni même présent dans le coaching? Et donc, lorsque je vous présente une méthode que j'ai mise en place et en œuvre pour rapprocher les gens, pour que les gens puissent se retrouver, pour qu'ils puissent construire une relation, c'est avant tout en rendant mes clients acteurs de leur vie et certainement pas pour pointer une responsabilité qui serait plus grande d'un côté ou d'un autre. Je me répète régulièrement, dans cette systémique, tout le monde interagit, tout le monde fait quelque chose, tout le monde agit d'une manière ou d'une autre dans la relation, qu'il le veuille ou non. C'est comme si les deux se retrouvaient, par exemple, dans une porte tournante, hein, comme ce qu'il y a chez Ikea, par exemple, les grandes portes tambour. Les deux pousseraient la porte pour tourner et l'un croirait que ce serait l'autre qui tourne et le second inversement, mais non, tout le monde participe, tout le monde fait en sorte que la porte se mette en mouvement. Et si vous vous retrouvez coincé dans une telle porte avec quelqu'un qui sabote le système, qui bloquerait par exemple la porte de sorte que vous ne puissiez plus avancer ni sortir, eh bien il n'est jamais trop tard de se demander pourquoi je suis coincé dans ce genre de système et comment en sortir. Ce cas étant plutôt rare, la plupart du temps, ce sont deux personnes qui avancent mais qui ne se comprennent pas. Lorsque vous regardez ces deux rouages et que vous placez par exemple la personne A à gauche et la personne B à droite, vous voyez bien que les deux sont intriqués. Et ce qui est intéressant dans la science des systèmes, c'est qu'elle permet d'observer des situations et des systèmes plus complexes. Parce qu'elle oblige à dézoomer et avoir un regard plus global, plus holistique. Et lorsqu'on dézoome, on verra que A et B sont soumis à d'autres tensions qui sont des systèmes plus larges, des systèmes par exemple familiaux, des systèmes des groupes sociaux auxquels ils appartiennent. Et croire qu'un seul des partenaires est responsable de tout le blocage dans un couple, c'est comme ne pas être à même de voir l'ensemble du problème, l'ensemble des liens à faire. Et c'est pour ça que je préconise que celui qui est le plus souple dans le système se mette en mouvement en premier et qui fera bouger tout l'ensemble. Au cours de l'accompagnement, Paul s'est montré plus ouvert et prêt à apprendre à relationner avec les autres. Catherine a alors reçu des messages ou une écoute de la part de son mari qu'elle ne connaissait pas jusqu'alors. Elle se sent alors plus calme et moins seule dans la relation. Alors que la demande initiale de Catherine était de pouvoir développer leur vie sociale, elle a orienté son énergie à vouloir faire de son couple un espace d'écoute mutuelle.
Suite à cela, Paul ressentait moins de pression mise sur ses épaules par rapport au fait de bien se comporter normalement en société pour pouvoir élargir leur cercle social. Et donc la question pour ce couple n'était plus comment faire pour ne plus se disputer en raison du manque de vie sociale, et aussi pour Paul de traiter cette question en rapport avec sa retraite. Mais la question est devenue comment allons-nous faire équipe pour pouvoir développer notre vie sociale. Ils n'étaient donc plus sur la défensive, mais de vrais alliés. Au cours de cet accompagnement, j'ai travaillé donc à transmettre les clés d'affirmation justes au couple, au renforcement de leurs compétences et de leurs liens. Pour ceux qui suivent les outils développés sur cette chaîne, vous avez certainement compris que cela allait leur permettre de créer ce fameux troisième espace qui est la relation. Il s'agissait aussi de travailler sur la confiance mutuelle du couple afin de permettre à Paul de se sentir de plus en plus à l'aise pour pouvoir s'ouvrir émotionnellement et à son épouse et à ses enfants, afin donc que Paul puisse avoir la confiance qu'il puisse s'exposer aux autres tel qu'il est sans être rejeté. Une information qui m'avait été transmise par Paul lorsque je lui avais demandé s'il y avait des cas d'exception où tout se passait bien, il m'avait bien précisé qu'il y avait une amie, en effet, à Catherine, avec laquelle il s'entendait très bien. C'est l'une des rares personnes qui ne le juge pas, qu'il trouve très ouverte et très humble, c'est ce qu'il m'a précisé. Et donc le profil de cet ami nous apprend énormément sur la façon d'entrer de manière plus favorable en relation les uns avec les autres, c'est-à-dire sans jugement et sans ego. Même si des tensions existent toujours et que les époux retournent dans leur cercle vicieux bien connu, plus Catherine insiste pour que Paul puisse socialiser avec le monde extérieur, plus elle râle sur ses comportements qui ne permettent pas cette socialisation, plus Paul se ferme. Et plus Paul se ferme, plus Catherine insiste. Et plus Catherine insiste, moins Paul se sent compétent. Avec l'approche systémique, ils voient mieux ensemble comment ils entrent dans le cercle vicieux. Donc comment, vous voyez, les rouages se sont mis tout d'un coup à tourner à contresens. Ils peuvent alors prendre un temps pour remettre de la conscience et du discernement sans avoir besoin d'aller étiqueter qui que ce soit de tous les noms. C'est un véritable plaidoyer pour diminuer ou cesser les jugements que nous avons les uns envers les autres. Lors d'un recadrage positif, j'ai pu mettre en évidence la compétence de Catherine à pouvoir mettre des mots pour Paul. Catherine a accepté de le faire différemment, c'est-à-dire en temporisant son impulsivité qui donnait une impression de contrôle. Et que Paul avait la compétence et la stabilité suffisante que pour rassurer quelqu'un comme Catherine qui venait d'une famille plutôt instable, puisque dans les faits, quelle que soit la situation, Paul était toujours là. C'est-à-dire que les retraits et le silence sont un besoin de Paul de pouvoir recharger ses batteries, mais ne sont pas forcément annonciateurs de rupture. Il n'est pas en train d'échafauder quoi que ce soit, il est juste en train d'essayer de se retrouver et de récupérer de l'énergie. A contrario, Catherine, elle, se recharge au contact des autres dans le relationnel. Ce qui a été touchant pour moi dans cette expérience, c'est qu'ils avaient tous les deux conscience que c'était Paul qui souffrait le plus des deux dans cette situation, parce que c'est quelqu'un d'assez juste dans son analyse du monde. Il perçoit énormément de choses sans avoir la compétence de mettre des mots dessus, puisque c'est la compétence de Catherine dans ce duo. Comme je vous l'ai déjà exposé, l'un des deux dans le couple, son rôle est de montrer des indices de ce qu'il y aurait à élaborer dans la relation. Ici, c'est Paul, par son comportement bizarre, je dirais. Et le rôle de l'autre est d'élaborer à ce sujet-là pour libérer l'ensemble du système. Dans le cas des personnes sur le spectre autistique, c'est d'autant plus pertinent que des scientifiques ont mis en évidence, en observant des enfants autistes, qu'ils avaient des capacités de télépathie. Ils ont la compétence de lire dans les pensées des autres. Pour celles et ceux que cela intéresse, vous pouvez voir ces enregistrements
sur la chaîne YouTube qui s'appelle The Telepathy Tapes. Paul, par ses comportements bizarres, tente tout simplement de dénoncer un stress. Vous qui m'écoutez, je suis sûre que vous n'en doutez pas et que vous pensez simplement que l'autre ne fait pas sa partie parce qu'il ne le fait pas de la façon dont vous l'appréhendez. Pour comprendre ce dont il est question ici, il faut opérer une certaine bascule au niveau du regard et de l'approche du couple. Je ne dis pas que c'est simple, c'est notamment très compliqué lorsqu'on est très conditionné, mais peut-être questionnons-nous tout simplement lorsqu'on observe un évitement chez quelqu'un, quelle est la fonction de ce comportement? Ici, chez Paul, l'évitement lui permet de recharger ses batteries face à sa femme Catherine, qui elle vient recharger ses propres batteries chez Paul. Il tente donc par son évitement de lui signifier que ça va pas, il va pas tenir le coup comme ça. Et par rapport à la planification de sa retraite, contrairement à toute attente, il veut pouvoir profiter de ce moment-là pour apprendre à relationner. Et donc l'accompagnement du côté de Paul consiste à lui donner des clés, des outils de communication, des outils pour rentrer en relation qui soient en accord avec qui il est et surtout à son rythme pour qu'il puisse aussi avoir ces moments de repli pour se recharger énergétiquement. Concernant Catherine, ce qui m'a touchée chez elle, c'est bien sûr sa vivacité, la lumière qu'elle dégage, sa créativité, l'énergie et la générosité qu'elle peut apporter à la relation. Mais son point fort, d'après moi, c'est le fait qu'elle n'ait pas d'a priori et qu'elle ne juge pas. Si Catherine trouve comment recharger ses propres batteries, elle aura moins besoin d'aller chez Paul pour cela. De ce fait, il aura moins besoin de se mettre en repli pour se recharger, la relation sera alors plus harmonieuse. Et ce qui me touche chez Paul, c'est que depuis le début, il s'est engagé dans cette relation avec ses moyens, c'est-à-dire donc de manière matérielle, et que là, dans une seconde partie, il est prêt à s'engager émotionnellement. Ce n'était donc pas une question de volonté, mais une question de compétence. Au cœur des relations atypiques, dans mon expérience, ce que j'ai retenu, c'est que ce n'est pas qui veut peut, c'est qui peut veut. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, merci de me mettre un like, de le partager ou de vous abonner. Pour un accompagnement, n'hésitez pas à m'écrire sur filhorizon@gmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité et vous dis au revoir et à très bientôt.